Et on continue de parler de l'Ukraine et on va évoquer ces viols dénoncés par les Ukrainiens qui accusent les soldats russes. Merci Véronique Naumgrab d'être avec nous. Vous êtes ethnologue et anthropologue, spécialiste des crimes de guerre et des conflits de l'ex-Yougoslavie et de la Tchétchénie. Les soldats russes utilisent-ils le viol comme une arme de guerre, comme on l'a déjà entendu, selon vous? Alors, il faut comprendre ce que c'est ce crime de viol. C'est une torture. Toute torture est un viol, tout viol est une torture. 2, c'est un crime de souillure, c'est-à-dire que c'est un crime où la honte, la salissure bascule du côté de la victime. C'est les crimes de profanation, de souillure. Si je vous crache dessus, c'est vous qui devez vous laver, c'est vous qui êtes sali. Et ça, l'anthropologie pourrait expliquer, mais là on avance un peu. 3, c'est un crime qui suppose une situation de domination extrême. Des militaires armés, masculins, en face de populations civiles. Voilà, nombreux, en face de populations civiles, désarmées, épuisées par les mois, par les semaines de siège, avec des enfants, des gens âgés, donc extrêmement désarmés. Et pas seulement la force physique, mais la force politique, c'est les représentants du nouveau pouvoir. Ils ont l'uniforme. On ne peut pas appeler contre la police, ce sera eux, c'est eux. Et donc ça suppose une impunité venue d'en haut qui est terrifiante. Vous voyez, beaucoup de réfugiés me disaient cette phrase, ils pouvaient tout faire. Et dans le tout faire, vous avez un vertige, l'impunité. Et enfin, c'est un crime qui suppose, qui suppose, à mon avis, de façon, pour comprendre qu'on passe du crime, disons du sadique, cinglé, au crime qui a un sens politique dans une situation de guerre, ça suppose, dans la propagande de guerre, la construction de l'ennemi collectif. C'est-à-dire, c'est pas un ennemi, c'est pas uniquement le président ukrainien comme ennemi politique qu'il faut assassiner, c'est tous les Ukrainiens. C'est un ennemi collectif, ça veut dire les enfants, les grands-pères, tous les vieilles tantes, la langue, l'histoire. Et avec l'ennemi collectif contre lequel on déchaîne une haine, une haine qui s'étend à toute l'identité collective de cette nationalité, à partir de ce moment-là, vous avez ce mécanisme qui fait que c'est pas qu'on veut simplement qu'ils ne soient plus là, qu'on les détruise, on voudrait qu'ils ne soient pas nés, qu'ils n'aient jamais été là. Mais est-ce que justement on peut parler d'un génocide comme l'a fait Volodymyr Zelensky ou même Joe Biden? Au sens juridique, je ne me prononcerai pas, mais je vais vous donner les arguments qui permettent, à mon avis, quand même de voir une logique génocidaire. Pourquoi ? À partir du moment où l'ennemi est collectif, où on veut l'éradiquer, pas seulement le détruire, qu'il regrette d'être né, les cimetières, beaucoup de témoignages nous montrent que les cimetières sont systématiquement bombardés. Beaucoup de témoignages nous montrent que les livres d'école en ukrainien sur l'histoire ukrainienne sont brûlés dans les zones envahies. Et si vous voulez, ce qui est en ligne de mire, c'est cet arbre de la filiation où les racines sont en haut, les Ukrainiens comme nation qui sont nés là ou qu'importe, et dont les bourgeons sont en face de nous, les enfants, etc. Et regardez le langage, on viole une tombe, on viole un cimetière, on viole une femme, parce qu'au fond, en éradiquant un cimetière, en le transformant en gazon ou en prison, ou en ce que vous voulez, vous enlevez les traces du passé, les racines. Et en violant la femme qui porte l'enfant et qui porte, ce faisant, l'avenir de la nation, vous envahissez son avenir. Et d'ailleurs, il y a des soldats russes qui ont dit aux femmes, tu n'auras plus d'enfants ukrainiens. Et ce sens, si vous voulez, qui n'est pas vraiment politique, mais qui est porté par un pouvoir et sa propagande de guerre, c'est dans les mots. Ce sens donne une autorisation aux soldats de le faire. Et si en plus ils sont récompensés, ce qui est le cas, on va y revenir justement, on va écouter le témoignage aussi d'une victime de viol, elle est ukrainienne, on va l'appeler Elena, mais bien sûr son nom a été changé. Ils sont entrés par la porte derrière moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste en silence poussé sur le lit, m'ont maîtrisé avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Je ne veux plus vivre. Je suis moi-même sage-femme et les premiers soins, je me les suis donnés. Le reste, je pense, je vais gérer là-bas.
Voilà un témoignage terrifiant, il y en a bien d'autres malheureusement. Alors Véronique Naum-Grab, vous avez travaillé sur la guerre en Tchétchénie, les viols par des soldats russes étaient déjà une réalité contre les femmes mais aussi contre les hommes, c'est à noter. Cette propension des militaires justement à violer, vous l'évoquiez tout à l'heure, elle est peut-être permise aussi par les paroles de Vladimir Poutine. En février dernier, dans un message à l'Ukraine, juste avant la guerre, il déclarait « Ma belle, que cela te plaise ou non, il va falloir supporter ». C'est un discours clairement de violeur. Pour moi, oui, c'est une chanson assez comme ça populaire dans ce pays. De toute façon, Poutine a ce langage qu'il emprunte aux voyous de Leningrad, qui est un peu avec des obscénités viriles, le chef de bande, vous voyez, il y a une séduction politique, il met les rieurs de son côté avec voilà une façon de parler, buter jusque dans les chiottes. Mais pour la Tchétchénie, notamment. Voilà, pour la Tchétchénie. Si vous voulez, les viols en temps de guerre personne n'y échappe. Là, j'ai vu, il y avait une dame de 83 ans. Ni les hommes non plus. Disons que pour les femmes, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un crime continu. C'est-à-dire, quand vous tuez quelqu'un avec un couteau, c'est fini. Mais le viol entraîne une suite, c'est-à-dire non seulement la honte et la souillure, mais dans les cultures traditionnelles, vous voyez, la jeune femme a dit « je ne veux plus vivre ». Le fait que souvent elle est déshonorée dans les cultures religieuses traditionnelles, elle est chassée par les membres de la famille. Elle est parfois assassinée parce qu'elle est perçue comme ayant sali l'honneur de la famille, qui tiendrait à la virginité des femmes. Donc c'est des systèmes de croyances qu'on peut étudier. Mais aussi, c'est un crime continu dans une perspective absolument tragique qui est l'enfant de l'ennemi. J'ai vu qu'il y a quelques jeunes filles qui sont enceintes. Vous voyez ce qui était, avec le crime du viol, on a affaire à quelque chose de particulier, il faut le définir. On utilise la sexualité humaine, qui était intéressante pour l'espèce humaine, voire divertissante, qui était faire l'amour, pour faire la haine. Pour faire la haine. Et donc, avoir l'idée d'une naissance qui, en général, dans beaucoup de cultures, tout ce qui traite à l'enfant, le petit enfant, c'est la joie. C'est la joie, oui. Transformé en enfer. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est un crime auquel il faut donner le nom de torture, une espèce de dignité politique, pour enlever ce côté infamant et un peu gluant qu'implique le champ de la sexualité. Merci Véronique Naum-Grab d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé justement sur cette triste réalité. Je rappelle aussi que Vladimir Poutine a décriminalisé les violences conjugales en 2017. Voilà, c'est important de le noter pour voir dans quel état d'esprit virilité et sexualité, virilité et cruauté sont des performances du héros machiste. Incarné par Vladimir Poutine. Voilà. Merci à vous.